Merci Jean-Pierre, merci pour cette invitation, merci Nicolas. Nous nous retrouvons après des travaux sur Condorcet qui nous ont permis de nous connaître et je suis très heureuse de cette invitation. Alors écoutez, je vais vous parler de Condorcet. Je me suis dit quand même, des journées Condorcet, on va parler un petit peu de Condorcet. Mais si je dois m'inscrire à la suite des exposés qui ont eu lieu ce matin et cet après-midi, celui de Djemila aussi, c'est l'idée est la suivante, c'est qu'au fond, comment répondre, comment faire face aux tests que l'intégrisme, notamment islamique, l'islam politique, fait, auquel que l'intégrisme islamique oppose à la République. Alors, est-ce qu'on va leur répondre par une religion civile? Est-ce qu'on répond à l'intégrisme en lui ressemblant? Voilà, c'est là-dessus que je voudrais intervenir. Et donc, je remonterai à Condorcet sur cette question de la religion civile, de ce qu'il appelle une espèce de religion politique. Alors, faire partager aux élèves les valeurs de la République. Voilà, la seconde des missions premières assignées à l'école publique par le Code de l'éducation. La première étant la transmission des connaissances. On peut s'interroger sur le sens du verbe partager, faire connaître, faire comprendre, faire adhérer, et il semble que ce soit plutôt la troisième acception qui soit la plus courante. Faire des républicains, voilà une formule qui était employée par Ferdinand Buisson, mais justement cette formule, au moment où il l'a employée, dans un discours de 1903, eh bien, loin d'assigner à l'école de la République une tâche d'embrigadement, dans laquelle la laïcité et ce que nous appelons aujourd'hui les valeurs de la République se présenteraient comme une religion civile, eh bien cette injonction est au contraire tournée vers l'indépendance à l'égard de tout contrôle politique et plus généralement de tout geste de dévotion. Et on le constate quand on lit le discours de Ferdinand Buisson, que je ne lirai pas parce qu'il est fort long. Donc c'est un discours au 3e congrès annuel du Parti républicain radical et radical-socialiste de Marseille, octobre 1903. On le trouve accessible sur Gallica. Je donnerai les références à qui le voudra et on pourra les mettre peut-être en ligne. Voilà. Alors la question habite les grands textes fondateurs de l'école républicaine en étroite liaison avec le concept de laïcité. Elle est abordée par Condorcet dans les 5 mémoires sur l'instruction publique de 1791, avant même la proclamation de la République en 1792. Le débat relatif à la formation du citoyen traverse les grands projets d'école publique élaborés par la Révolution française. Grosso modo, il a opposé ce débat, d'une part, les partisans d'une éducation nationale d'inspiration tantôt militaire, comme ceux de Bouquier et de Lepelletier, tantôt de style patronage périscolaire comme celui de Rabot-Saint-Étienne, dont il a été question ce matin, et pensé selon des critères politiques et moraux prescrits à l'école, et d'autre part, les partisans d'une instruction publique orientée principalement vers les savoirs et leur développement. Et dès les 5 mémoires, Condorcet expose une conception de l'école fondée sur l'autonomie des savoirs, sur leur indépendance vis-à-vis de toute orientation qui leur serait prescrite de l'extérieur. Il la déploie institutionnellement dans le rapport et projet de décret sur l'organisation générale de l'instruction publique. L'école publique ne forme pas des citoyens, elle les institue en les instruisant dans un parcours que nous appellerions aujourd'hui un parcours critique, une autosaisie de la pensée. C'est un modèle pour penser la laïcité. Et Condorcet y revient très fermement dans les notes de la seconde édition du rapport et projet de décret, édition de 1793, dite de la Convention. Alors, après avoir parcouru quelques-uns de ces arguments, je tenterai de dire en quoi cette recherche de l'autonomie propose un modèle fondamental pour la laïcité auquel il ne faut pas renoncer, laquelle s'autorise d'une position critique de la pensée. Je m'interrogerai enfin sur la réticence dont Condorcet fait état envers l'enseignement des langues anciennes et de la littérature en général en tentant de lui répondre. Et j'ai bien conscience de m'adresser aussi à une assemblée de scientifiques et nous verrons comment on peut défendre le concept moderne des humanités. Alors, les arguments de Condorcet sont exposés dans une section du premier mémoire sur l'instruction publique intitulée « L'éducation publique doit se borner à l'instruction ». Le premier argument commente le verbe « se borner ».
la différence nécessaire des travaux et des fortunes empêche de donner à l'éducation plus d'étendue. Une éducation prise au sens fort, donc prend l'individu dans son intégralité. Et elle ne peut pas se graduer, alors que l'instruction non seulement peut, mais doit être graduée, progressive. Donc une éducation ne peut s'adresser qu'à une classe dirigeante, sinon oisive, du moins soustraite au travail durant une grande partie de la jeunesse. Or, ça serait contraire à l'égalité. Donc, on conclut, l'éducation publique doit se borner à l'instruction, donc être une instruction publique. Il s'agit en fait de s'opposer à un contre-modèle, l'éducation dans l'Antiquité, l'éducation notamment dans les républiques anciennes, qui repose sur l'existence de l'esclavage et d'autre part sur la mainmise de la cité sur les enfants. Je cite Condorcet, « Les jeunes citoyens, regardés comme les enfants de la République, étaient élevés pour elles et non pour leur famille ou pour eux-mêmes. » L'évocation de ce contre-modèle, il s'agit aussi d'une critique adressée à Rousseau et à travers Rousseau à ses lecteurs, on l'a évoqué Robespierre tout à l'heure, eh bien l'évocation de ce contre-modèle fait apparaître un noyau philosophique qui caractérise la théorie de l'instruction publique. L'éducation prise au sens fort du terme est une forme d'hétéronomie. Sa fin est imposée de l'extérieur. Or, l'instruction est essentiellement autonome. Deuxième argument. Elle, l'éducation, porterait atteinte aux droits des parents. Quelque chose de très moderne, là. Présenté sous une forme particulière, c'est une conséquence du principe de l'autolimitation de la puissance publique. Le moment politique n'est pas indéfiniment extensif. La loi n'a pas tous les droits et ne doit pas parler de tout. On l'a vu ce matin avec le principe de laïcité, limité à l'autorité publique. Une éducation publique serait par nature intégrale, elle tend vers l'intégrisme. Ce moyen, dit Condorcet, peut former sans doute un ordre de guerriers ou une société de tyrans, mais il ne fera jamais une nation d'hommes, un peuple de frères. Troisième argument, une éducation publique, je cite, deviendrait contraire à l'indépendance des opinions. Certes, l'éducation domestique impose des préjugés, oui, c'est toujours ce qu'on nous répond quand on nous dit il faut pas éduquer les enfants, il faut que la République éduque les enfants de A à Z. Oui, l'éducation domestique impose des préjugés, mais cette imposition est pire si elle est du fait de la puissance publique, parce qu'elle serait entièrement uniformisante. Alors, je vous ai préparé un petit... Voilà, il faut que j'enlève cet écran. Une petite citation. Voilà. Les préjugés qu'on prend dans l'éducation domestique sont une suite de l'ordre naturel des sociétés et une sage instruction, en répandant les lumières, en est le remède, au lieu que les préjugés donnés par la puissance publique sont une véritable tyrannie, un attentat contre une des parties les plus précieuses de la liberté naturelle. Enfin, ajoute Condorcet, c'est l'autre partie du texte, c'est bon, je le laisse, je reviens. Une éducation complète s'étendrait aux opinions religieuses. La puissance publique serait donc obligée d'établir autant d'éducations différentes qu'il y aurait de religions anciennes ou nouvelles professées sur son territoire, ou bien elle obligerait les citoyens de diverses croyances, soit d'adopter la même pour leurs enfants, soit de se borner à choisir entre le petit nombre qu'il serait convenu d'encourager. La République ne reconnaît aucun culte. Voilà. Et de conclure, il faut donc que la puissance publique se borne à régler l'instruction en abandonnant aux familles le reste de l'éducation. On remarquera que l'exclusion de l'enseignement religieux à l'école publique est dérivée de la critique d'une éducation publique prenant la forme d'une religion civile. Alors Condorcet énumère ensuite les conséquences. Elles forment ce qu'on pourrait appeler, ce que moi j'appelle, une philosophie fondamentale de l'enseignement public laïque. 1. La puissance publique n'a pas le droit de faire enseigner des opinions comme des vérités. Elle ne doit imposer aucune croyance. Fin de citation. Il en résulte que l'enseignement de la morale doit être indépendant de toute religion et que la puissance publique, je cite, n'a pas le droit de décider où réside la vérité, où se trouve l'erreur. Son devoir est d'armer contre l'erreur, dit Condorcet. Évidemment, j'ajoute, pas par admonestation, mais en installant un rapport au savoir, d'armer contre l'erreur. Deuxième conséquence, sur le recrutement des professeurs. Il est exclu de le confier à des corps perpétuels. Condorcet pense bien sûr aux congrégations
enseignante, c'est l'exclusion du corporatisme de principe. Ce point fait l'objet d'une réflexion très approfondie, notamment dans le second mémoire sur l'instruction publique, avec un système de recrutement de complications que je renonce à vous expliquer parce que je n'y arriverai pas de tête. Il aurait fallu que je prépare une conférence, une partie de la conférence là-dessus. Mais l'objectif est d'assurer un maximum d'indépendance à l'égard de tout pouvoir social. Troisième conséquence, aucun corps de doctrine ne peut être établi par la puissance publique afin d'être enseigné exclusivement, et ça particulièrement en ce qui concerne les disciplines morales et politiques. Et cela d'autant moins que la puissance publique est toujours au-dessous du niveau des connaissances à un moment donné. Elle est toujours à la traîne. Elle doit donc se borner, dit Condorcet, à fixer l'objet de l'instruction et convoquer les hommes les plus éclairés pour en déterminer les contenus. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Fixer l'objet de l'instruction, c'est rendre indépendants les citoyens. Déterminer les contenus, il faut que ce soit les hommes les plus éclairés qui établissent la progressivité des savoirs, qui décident de leur mise en place dans le détail. J'ai encore une petite citation à vous montrer. Le but de l'instruction n'est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de les rendre capables de l'apprécier et de la corriger. Il ne s'agit pas de soumettre chaque génération aux opinions comme à la volonté de celle qui la précède, mais de les éclairer de plus en plus, afin que chacune devienne de plus en plus digne de se gouverner par sa propre raison. C'est extrêmement clair. Le régime issu de la Révolution française installe une souveraineté autoconstituante. Et notons que c'est toujours le cas pour nous. Je cite la Déclaration des droits de l'homme, je crois que c'est l'article 3, non, ou c'est l'article 6. Michel, tu me le diras de tête. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nulle part ailleurs. Personne ne dicte aux citoyens ce qu'ils doivent faire et penser. Aucune autorité ne peut transcender celle que forme dans sa constitution même et à l'instant où elle se constitue l'association politique des citoyens souverains. C'est le fondement politique de la laïcité, tout simplement. Tout un pan de la réflexion politico-juridique de Condorcet est tourné vers le traitement du problème inhérent à cette autoconstitution. Comment s'assurer que le moment démocratique, souverain, ne se retournera pas, ne s'exposera pas à des perversions tyranniques ou despotiques? La question ne lui est pas propre. Elle accompagne la philosophie politique classique qui a élaboré des dispositifs de garantie, déclaration préalable des droits, caractère temporaire et explicite des mandats, distinction des pouvoirs, contrôle croisé, etc. Mais la réflexion de Condorcet porte ici sur une question encore plus fondamentale, ce que peut-être Jamila appellerait le vestibule ou l'antichambre, encore plus fondamentale que ne l'est l'organisation institutionnelle, celle de l'autonomie qui fonde la souveraineté elle-même, celle de la pensée, du jugement et donc de la confiance que les citoyens peuvent s'accorder mutuellement lorsqu'ils prennent des décisions ou bien lorsqu'ils confient ces décisions à des représentants. C'est ce que j'ai appelé naguère la question de la fracture entre le logique et le politique. Ça, la philosophie l'a posé très très tôt. En bornant l'éducation donnée dans l'école publique à l'instruction et en écartant toute religion politique, c'est l'expression de Condorcet, religion politique de l'instruction, Condorcet met en garde contre une puissance publique qui pourrait s'ériger en groupe de pression, y compris celle qui serait issue d'un gouvernement populaire, et même contre un législateur républicain. Il va encore plus loin. Non seulement cet écart est possible, mais il est inévitable, ici, de la nature même de tout pouvoir. Voilà encore une citation. En général, tout pouvoir, de quelque nature qu'il soit, en quelque main qu'il ait été remis, de quelque manière qu'il ait été conféré, est naturellement ennemi des Lumières. C'est fort quand même, ça. Alors, je laisse un peu. On pourrait objecter que l'abolition, ça a été écrit en 1791, ça, on pourrait objecter que l'abolition de la royauté en 1792 donne un caractère provisoire, circonstanciel à cette phrase, et que ça s'appliquerait peut-être pas à un gouvernement, à un régime républicain, pardon. Mais Condorcet se fait à lui-même l'objection et y répond en confirmant dans un texte de 1793 qui s'intitule « Sur la nécessité de l'instruction publique ».
Et cette réflexion, donc, on peut la prendre vraiment de manière très large. Alors, le rapport au savoir est donc un modèle pour penser la laïcité, c'est un modèle pour l'autonomie. Le modèle de toute autonomie qui précède et conditionne celle qu'on doit pouvoir supposer dans le citoyen, le modèle sans lequel on n'a qu'une idée partielle de la liberté substantielle, se déploie dans la production et l'acquisition des savoirs. Je reviens aux Lumières. À la différence de la jouissance de la force, le rapport au savoir, du point de vue de leur production et de leur acquisition, ne peut pas s'aliéner. Il est durable et il ne s'exerce aux dépens de personne. C'est d'abord cette expérience durable et inaliénable de liberté que l'école va offrir aux futurs citoyens et aux élèves en général. Et je parle pour aujourd'hui, à partir de maintenant, mais en m'inspirant de Condorcet. Donc, qu'est-ce que va faire l'école? Elle va disposer cette expérience de manière libératrice, de manière progressive, selon l'ordre des intelligibilités. L'école fait de chacun le maître de ses pensées. Elle est le lieu où chacun découvre la liberté au sens ontologique. Le projet d'instruction publique de Condorcet relie constamment la question de l'autonomie des savoirs à celle du citoyen. Les savoirs eux-mêmes sont autonomes. Ils existent comme des objets libres. Les êtres humains acquièrent la plénitude de leur propre liberté lorsqu'ils comprennent et s'approprient ces objets libres. L'école introduit cette libération de manière systématique par la progressivité. On commence par ce qui est élémentaire et suffisant afin d'être autonome, et ça permet d'accéder séquentiellement aux degrés les plus élevés. Souci de l'élémentarité de la progressivité, une sorte de homomorphie entre les objets du savoir comme objets libres et la liberté de l'être humain. Voilà les fondements philosophiques. Tels sont les piliers sur lesquels se construit une école laïque, une école qui n'est assujettie à aucune transcendance, à aucun objectif hétéronome, une école qui n'admet aucune assignation, qui a pour fin la liberté. Il est toujours opportun de débattre de ce qui doit être enseigné, mais d'abord il y a des invariants, lecture, écriture, calcul, et ensuite on doit le faire en gardant à l'esprit la question de ce qui est le plus libérateur et de ce qui peut le demeurer à long terme. Les savoirs sont donc au cœur de l'école. Et c'est cela d'abord qui est libérateur et laïque. Par nature, ils échappent à toute instance extérieure. Ils sont autoconstitués. Aucune autorité ne peut décider que la pression atmosphérique augmenterait avec l'altitude ou qu'il faudrait éviter certains sujets stigmatisants. Aucune autorité ne peut ordonner de croire une ineptie ou de se dispenser de l'examen raisonné. Mais la réciproque est beaucoup plus intéressante. Aucune autorité ne peut ordonner de croire ce qui est vrai. Car si vous croyez une proposition vraie, par exemple que la pression diminue avec l'altitude, je ne dis pas de bêtises, sur la foi d'une parole extérieure, vous ne jouissez d'aucune liberté. L'autorité des savoirs leur est immanente. Elle s'effectue dans leur construction et dans leur appropriation. Dans les notes ajoutées à la seconde édition de 1793 de son rapport et projet de décret, publié par la Convention, Condorcet souligne cet aspect et en tire argument contre ce qu'il appelait dans les mémoires une espèce de religion politique. Et on doit aussi mesurer, vu les circonstances 1793, le courage de telles déclarations, avec sa critique de la Constitution par-dessus le marché. Je citerai seulement la fin de la note E, je crois que je vous l'ai retranscrite. Si vous appelez une école un temple national, si votre instituteur est un magistrat, vous ajoutez aux propositions énoncées dans ce lieu, présentées par cet homme, une autorité étrangère, non seulement aux preuves qui doivent établir la vérité, mais à cette espèce d'autorité qui peut, sans nuire au progrès des connaissances, influer sur notre croyance provisoire, celle que donne la supériorité connue des Lumières. J'ai raison de croire à une expérience de physique sur le nom d'un savant dont j'ai vérifié la science et l'exactitude. Je serais un sot d'y croire sur l'autorité d'un pontife ou d'un consul. L'acte de s'instruire est une figure concrète de la liberté. Lorsqu'un élève, dans le calme et pas dans le bruit pédagogique, comprend
comment fonctionne une retenue dans une soustraction. C'est compliqué, une retenue dans une soustraction. Condorcet distingue 3 manières de faire une soustraction avec retenue. Donc, lorsqu'un élève comprend comment fonctionne une retenue dans une soustraction, lorsqu'il comprend une règle de grammaire, lorsqu'il sait pourquoi il place ou non un accent grave sur le « u » de « ou », il se sent fort et libre. Personne ne lui dicte ce qu'il pense. Et il aperçoit aussi que tout autre en est capable. En même temps que sa propre liberté, il comprend celle d'autrui. Il est au-delà de son petit groupe d'appartenance. Il est au-delà de son petit groupe de potes. Se forme alors un rassemblement analogue à celui de la République des lettres, réunissant des pairs qui fut jadis pensé par les humanistes, mais j'y reviendrai tout à l'heure. L'instruction est en elle-même une éducation. S'instruire, c'est se moraliser. Ce geste profondément laïque par son immanence est un travail sur soi-même. On y conquiert la position critique sans laquelle les citoyens sont démunis. Je viens au cœur de la question qui a été abordée cet après-midi aussi par Djemila. Les citoyens sont démunis sans la position critique. Il s'agit d'un rapport de la pensée à elle-même, d'une façon que la pensée a de se penser. Alors, la position critique. C'est la position que prend la pensée lorsqu'elle prend conscience qu'elle n'a à sa disposition que ses propres forces pour construire une proposition ou une idée et pour la poursuivre. Celles-ci, ces forces, ces idées, ne peuvent jamais nous être données par une instance extérieure. C'est à la fois très simple et un peu effrayant. L'immanentisme est effrayant. Pour savoir si une pièce de monnaie est valide, nous pouvons la comparer avec une pièce de monnaie témoin que nous savons d'avance être vraie. Mais pour savoir si une idée est fausse, nous ne pouvons pas la comparer avec la vérité qui serait déposée quelque part. Il faut élaborer l'idée, la comparer avec d'autres, essayer de la réfuter. Il faut se tromper et revenir de son erreur en l'expliquant. Le vrai n'est pas le contraire du faux, c'est une erreur rectifiée. De même, on ne sait bien une règle de grammaire qu'après l'avoir appliquée de travers. La négativité est constitutive de l'enseignement. C'est le moment d'inadéquation naturelle ou provoquée par le maître qui fait que je vais comprendre et que je vais m'en souvenir. Ainsi, on comprend quand on comprend pourquoi on n'avait pas compris. L'intellection, comme le disait Gaston Bachelard, se fait toujours en un regard rétrospectif. Il parle de repentir intellectuel, sur le mode moral du devoir et de la division avec soi-même. J'aurais dû voir. Il n'y a de savoir que par la rupture avec l'imbécile qui est en moi. Et cet imbécile, il faut toujours le susciter. Cette expérience est à la fois lumineuse et traumatisante. On y découvre que la pensée ne consiste pas à combiner des idées, mais à les ordonner selon l'intelligibilité. La pensée s'apparaît à elle-même comme un foyer de production, et dans cette saisie réflexive de son immanence, elle voit sa solitude et sa fragilité. C'est pourquoi le doute accompagne la connaissance. Le doute l'accompagne. Il la conditionne, mais il ne la sape pas. Il la conditionne en congédiant le moment pré-critique, le moment où l'on croyait, le moment dogmatique, le moment sectaire, où dès que se présente une incertitude, le doute, on croit pouvoir trouver le réconfort en se précipitant dans une autorité extérieure, un temple, en un mouvement régressif. C'est pourquoi l'école demande un moment de recul, de distance, de suspension des certitudes ordinaires, d'étrangéisation, aurait dit Brecht peut-être. Le doute donc conditionne la connaissance. Sans ce doute, on ne peut pas accéder au moment critique. Mais il accompagne la connaissance, mais il ne la sape pas. C'est après avoir douté qu'on peut démontrer. D'ailleurs, on a l'idée de démontrer que parce qu'on doute. Quelle drôle d'idée de démontrer que deux angles opposés par le sommet sont égaux, alors que ça se voit. C'est en faisant face aux interrogations et aux hypothèses, c'est même en les suscitant qu'on peut établir une connaissance, c'est après avoir manqué 100 fois un geste technique qu'on le trouve. La certitude qui en découle congédie symétriquement le moment fluctuant, celui du relativisme
où on s'installe dans l'incertitude en proclamant que tout se vaut. Si vous avez une antithétique, hein, on doit pouvoir retrouver une position précritique, le réconfort. Quelque chose est vrai quelque part, ou bien tout est relatif. Ces deux positions, c'est ce que j'appelle l'antithétique du doute. Eh bien, justement, la position des sectes, la position dogmatisme et le relativisme, par exemple le relativisme multiculturaliste, font bon ménage. Ils sont structurés de la même manière. Ils s'opposent au moment critique, à la culture critique qui va aller de l'avant. Donc le moment critique, ça va être d'éviter le dogmatisme, aussi bien le dogmatisme que le cloisonnement des opinions. La culture qui s'élabore ainsi ne rejette pas les positions au nom d'une position a priori dominante devant laquelle il faudrait s'incliner, mais elle ne les éparpille pas non plus dans un relativisme dissolvant, dans une multitude d'opinions équivalentes où personne, finalement, ne trouve d'autonomie et dont on ne pourrait sortir qu'en se jetant dans les bras d'un gourou, d'une autorité extérieure. Il s'agit tout simplement de conduire la pensée à sa propre possibilité, à sa propre effectivité, à sa propre puissance. Voilà, c'est extrêmement difficile, mais c'est la ligne de l'enseignement laïque. Ni dogmatique, ni relativiste, mais forte de la fragile position critique où les forces humaines savent qu'elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes, telle est la voie difficile d'un enseignement laïque qui s'adresse à un peuple libre. Et se dessaisir de cette position, c'est jeter les élèves dans les bras des gourous ou dans le relativisme. Mais ils vont de l'un à l'autre. On voit très bien comment ça fonctionne, c'est symétrique. Or, que fait le prêchi-prêcha républicain? Que risquons-nous de faire lorsque nous assignons à l'école la mission prioritaire de faire partager les valeurs, sinon d'engager les élèves sur les voies symétriques du dogmatisme et du relativisme? Risquer de leur inculquer une vision simpliste, non critique, en voulant les faire adhérer à des valeurs et en leur serinant parallèlement que toutes les opinions sont respectables. Nous mettons en place la symétrie et la complicité du précritique et de l'anticritique dont j'ai parlé. Si une valeur doit être partagée sous la forme d'un acte d'adhésion, si une opinion est respectable du seul fait qu'elle existe et que tel ou tel y adhère, on en conclut bientôt que tout examen critique est au mieux impertinent, au pire injurieux, offensant. Alors, puisque les raisons n'ont aucune pertinence, seules valent les valeurs posées comme des actes de foi, les différentes valeurs et croyances vont se juxtaposer, on va faire des arbres de la laïcité, vous savez, vous avez toutes les... Hein, Nietzsche aurait appelé ça la vache multicolore. Les croyances se juxtaposent, chacun campe sur son propre espace, sans effectuer le moindre pas en arrière et en avant, le moindre travail sur soi. Les groupes adhésifs d'appartenance se forment, brisent l'universalité du rassemblement scolaire et reconstituent le kaléidoscope communautaire auquel on se proposait de les soustraire durant le temps scolaire, car le temps scolaire doit offrir aux élèves une double vie. On en a parlé toute la journée, hein, les soustraire aux assignations. Les soustraire temporairement aux assignations. Il n'y a plus de différence entre la salle de classe et la cour de récréation. Il n'y a plus de différence entre l'école et l'environnement social. Je citais tout à l'heure le texte que j'ai signé en 89. Il n'y a plus de différence entre l'école et la maison du père. Et dans cette concurrence, cette bourse des valeurs, les gourous installés sur les zones d'influence qui proposent un retour au moment précritique auront toujours l'avantage sur la bonne parole républicaine. Voilà où conduisent l'école ouverte sur le monde, je cite, et la pédagogie de la proximité assaisonnée de prêchi-prêcha. La réduction des principes républicains à simplement des actes d'adhésion suppose, un acte d'adhésion non critique est anti-républicaine. La position laïque, en revanche, n'a de sens que dans l'espace critique. C'est ce qui fait sa force, mais aussi sa difficulté. Elle ne peut pas s'installer comme une évidence ou sous forme de simple adhésion. Elle suppose une expérience de la pensée réflexive. Et cela, aucun prêchi-prêcha ne peut l'installer, car tout prêchi-prêcha, y compris celui qui prétend célébrer les valeurs laïques,
lui est par définition contraire, cela s'effectue dans une démarche de connaissance, une démarche d'instruction. C'est la seule expérience qu'on puisse proposer pour l'effectuer. La laïcité de l'école est donc inséparable des contenus qu'on y travaille. L'invention révolutionnaire, donc pendant la Révolution française, de l'institution d'instruction publique, c'est d'avoir donné une traduction institutionnelle et universelle sur le territoire national à cette dimension de coïncidence philosophique entre l'appropriation personnelle des savoirs et la constitution du sujet dans son autonomie. Mais si on y pense bien, le noyau philosophique de cette coïncidence, l'idée que l'autonomie des savoirs comme objet libre est conjointe à l'autonomie de chaque esprit produisant ou s'appropriant ces savoirs, cette idée, la philosophie l'a toujours connue et travaillée, Platon nous l'a apprise, l'âme est parente des idées. C'est comme ça que je comprends. Nous leur ressemblons à ces objets libres. Nous les découvrons lorsque nous les étudions. Descartes l'a formulé pour l'audace de l'âge moderne. Kant a théorisé la notion, le concept d'instance critique. Je parlais de Bachelard tout à l'heure. Il a développé le modèle scolaire comme paradigme de la formation de l'esprit scientifique. Molière en a souligné la grandeur un peu ridicule dans Le bourgeois gentilhomme, acte 2, scène 4, le moment où M. Jourdain découvre les phonèmes comme des objets existant en eux-mêmes et ayant leur propre loi. Ah, que cela est beau! Et au troisième acte, scène 3, il ne peut pas, l'idée que sa femme et sa servante ignorent ça, lui est insupportable. Et il se précipite pour leur apprendre, ce qu'il vient à peine de comprendre, évidemment, il se casse la figure. Songeons aussi à la réplique proverbiale attribuée à un cardinal du concile de Constance, reprenant l'empereur Sigismond Ier, qui, ayant commis une faute de genre, en latin, prétendait que son pouvoir allait jusqu'à modifier les lois de la langue. On y est, hein? Caesar non supra grammaticos. César n'est pas au-dessus des grammairiens. Et puisque nous sommes au XVe siècle, songeons à l'éclosion de la République des lettres et à son développement ultérieur que Pierre Bayle caractérisera 2 siècles et demi plus tard, à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle. Je crois que je vous ai mis la citation. Cette République est un État extrêmement libre. Et c'est un État, bien sûr, avec un petit E, là, hein, bien sûr. On n'y reconnaît que l'empire de la vérité, de la raison, et sous leurs auspices, on fait la guerre innocemment à qui que ce soit. Les amis s'y doivent tenir en garde contre leurs amis, les pères contre leurs enfants, les beaux-pères contre leurs gendres. Chacun y est tout ensemble souverain et justiciable de chacun. Les lois de la société n'ont pas fait de préjudice à l'indépendance de l'état de nature par rapport à l'erreur et à l'ignorance. Tous les particuliers ont à cet égard le droit du glaive et peuvent exercer sans en demander la permission à ceux qui gouvernent. Il n'exclut ni les femmes, il n'exclut pas les femmes de la République des lettres. Alors j'en viens au point problématique de mon exposé, et ce sera le dernier. Cette filiation, cette continuité avec la culture philosophique ancienne quand même, que je viens d'évoquer, et qu'il est convenu d'appeler les humanités classiques, Condorcet les rejette, ou du moins s'en méfie explicitement. Il ne rattache pas seulement son argumentation, comme on l'a vu, à une vive critique des anciens, à qui il reproche une sorte de fanatisme de la liberté, une religion civile farouche rendue possible par l'esclavage. Il la rattache, et cela au cœur même du noyau philosophique que je viens d'évoquer, libérateur. Il la rattache à une vive critique de l'enseignement des langues anciennes, auquel il oppose maintes fois le modèle des sciences modernes. Je me suis dit que dans une faculté des sciences, ce serait le moment d'en parler peut-être. Je terminerai donc en m'interrogeant sur cette critique qui frise l'aversion et en essayant de lui répondre. Cette critique est avant tout intelligible dans le contexte de l'époque, bien sûr. Condorcet s'inspire très probablement de l'article « Collège de l'encyclopédie » de d'Alembert. J'ai pensé à toi, Jean-Pierre, en parlant de d'Alembert, où d'Alembert détaille avec férocité le système d'enseignement des congrégations religieuses fondées sur une longue étude du latin, sur une formation rhétorique, sur un rapport formel à la philosophie. D'Alembert y plaide en faveur de l'étude moderne du français,
des langues vivantes et des sciences, en particulier des sciences mathématiques. Et Condorcet en reprend les grandes lignes. Alors, il le fait dans le second mémoire, et puis aussi dans le rapport, et dans les notes D et E du rapport, en particulier la deuxième édition. La critique de Condorcet repose sur deux axes. Premièrement, l'enseignement des langues anciennes non seulement propose des ouvrages remplis de préjugés et d'erreurs, qui supposent, pour s'en détacher, une lecture approfondie, longue, une perte de temps, mais surtout, il s'adresse principalement à l'affectivité des élèves. Et ça, Condorcet n'aime pas ça. Il enferme les élèves dans un cadre non progressif où domine l'admiration, la vanité, l'orgueil, la soif de briller. L'extrême valorisation de l'art oratoire, la séduction des ouvrages de beaux esprits sont autant d'occurrences de ce qu'ils appelaient l'enthousiasme, donc affectivité dans l'enseignement. Ce sont des obstacles à la culture de la rationalité. Deuxième grand axe de la critique, la culture littéraire peut sans doute employer la raison, mais elle ne le fait que de façon dérivée au prix d'une étude assez longue qui ne peut convenir qu'à une classe favorisée à laquelle le travail est en partie épargné. L'enseignement des sciences, plus élémentaire, plus progressif, plus économe, plus utile, plus ouvert, convient à toutes les classes de la société. Ce plaidoyer pour la modernité rationnelle et principalement scientifique de l'enseignement, nous pouvons le reprendre, bien sûr, nous pouvons le reprendre, d'autant plus qu'il n'est jamais fondé sur une modernisation au sens d'un dernier cri, et qu'il est constamment inspiré par l'élémentarité, la progressivité, la continuité des savoirs et le rapport à l'indépendance. La faveur de Condorcet envers l'enseignement scientifique ne fait pas appel à un effet de mode. Elle a pour principe qu'il ne faut jamais couper une connaissance, un geste, une technique de ses principes d'intelligibilité et qu'il faut toujours s'interroger, toujours sur la force libératrice d'un objet d'étude. Nous pouvons même nous appuyer sur cette conception pour critiquer à notre tour un enseignement des sciences aujourd'hui qui se réduit à une sorte de culture scientifique, à un vernis scientifique, d'où la démonstration est bannie, d'où on sort en croyant que la pression augmente avec l'altitude, qui substitue l'information au savoir, qui mélange des objets obéissant à des principes disjoints. Quel sens cela a-t-il de mettre dans la même catégorie d'objets à enseigner avions, satellites, fusées? Ça ne marche pas de la même manière, si je ne m'abuse. Hein, ça n'a pas le même moteur. Ça encombre les esprits, donc ce type d'enseignement encombre les esprits et ne les éclaire pas. Bon, j'arrête là pour ma défense, ma reprise de Condorcet, mais que répondre par ailleurs à Condorcet en faveur des humanités? D'abord que le concept aujourd'hui n'en est plus étroitement lié à l'enseignement rhétorique des langues anciennes, lequel du reste, aujourd'hui, l'enseignement des langues anciennes, n'a plus rien à voir avec celui auquel il s'en prend, auquel Condorcet s'en prend. Il n'y a pas plus élémentaire, progressif et rationnel à présent que l'enseignement du latin. Peut-être mieux que l'enseignement des mathématiques actuellement. Donc je parle de l'enseignement élémentaire. Ensuite, répondons-lui, ou je lui réponds, que le concept des humanités modernes se construit à sa manière à lui, Condorcet. Il comprend les sciences et les techniques, au sens où il met chaque élève en présence de l'œuvre de la raison à travers les siècles. Les sciences ont une histoire, celle des obstacles que l'humanité a dû vaincre pour construire l'intelligibilité des choses et sa propre intelligibilité. Je lui répondrai ensuite qu'il se trompe quand il écrit, note D du rapport, je cite, que la littérature a des bornes, les sciences d'observation et de calcul n'en ont point. Non, l'océan de la littérature et de l'art donne accès à l'infinité de l'expérience humaine, et le moindre lecteur peut déjà s'y lancer. Il donne accès même à ce que le lecteur n'expérimentera jamais, jamais. Combien d'hommes ne seraient jamais tombés amoureux s'ils n'avaient entendu parler de l'amour? C'est La Rochefoucauld qui dit ça. Mais qui parle de l'amour? Les poètes. Les poètes. Donc c'est ça l'océan de la littérature. C'est une libération, c'est un appel d'air tout aussi salutaire que celui des sciences. Il relie chacun à ce que l'humanité, depuis des millénaires, a fait de plus fort, et pas seulement de plus beau, mais de plus difficile.
Répondons-lui enfin qu'une école qui a renoncé à l'esprit des humanités s'expose à réduire le désir d'élévation qu'il convient, comme le note souvent Condorcet, désir qu'il convient de cultiver en chaque citoyen d'un peuple libre. Car le principe fondamental des humanités, où j'inclus bien sûr les sciences et les techniques, qui les rend libératrices, est celui du dépaysement, de l'éloignement. Elles donnent de l'air. On ne pense jamais mieux que lorsqu'on s'éloigne de ce qui vous est familier. Nous parlions hier du principe de l'inertie entre nous. Il n'y a rien de plus étrange que le principe de l'inertie vis-à-vis de l'expérience quotidienne. En faisant du passage par une langue que personne ne parle tous les jours, la langue littéraire, la langue des poètes, en faisant de ce passage un passage obligé, elles font de l'exotisme un principe d'enseignement. Il ne s'agit pas d'une forme d'évasion, mais d'une opération, mettant chaque esprit en état de prendre distance avec lui-même et de se constituer sur le deuil de ses certitudes familières, de ses habitudes familières. Alors, les objets du savoir sont rendus à leur splendeur et à leur libéralité, et cela peut se faire de manière très simple, très élémentaire, avec des élèves très jeunes. Voilà ce que découvrait M. Jourdain, acte 2, scène 4, du bourgeois gentilhomme. Dans une école laïque, je termine, on apprendra donc la langue commune. Le français, si on est en pays francophone, non comme une langue d'enracinement, non comme une langue identitaire, mais comme une langue étrangère à tous. On lira très tôt les poètes par petits morceaux, les grands écrivains qui rendent la langue étrange. On fera de la grammaire qui relie la langue à toute langue possible, en apprenant le fonctionnement des colonnes en système décimal, dans une opération arithmétique. On commencera à comprendre ce qu'est un nombre. En songeant à démontrer et à établir ce qui pourtant se voit, on se libérera de la proximité, de la tyrannie du fait proche. On fera de l'éducation physique, on apprendra à bouger savamment en s'appropriant son corps, on prendra plaisir à l'endurance et à exercer sa force en découvrant de quoi on est capable. On n'écoutera pas de la musique comme un narcotique, mais on fera de l'oreille un organe analytique et pensif. On découvrira en quoi un geste technique ou un outil contiennent des années et souvent des millénaires de savoir. Exemple, le dé à coudre. C'est difficile de se... Mais quand on sait se servir d'un dé à coudre, on comprend beaucoup de choses. Sans une telle expérience, sans le passage critique par un contenu de savoir substantiel et libérateur, parce que progressif, on aura beau parler à l'école de liberté, d'égalité, de fraternité, ça restera un sermon. Le parcours critique est la base de la citoyenneté républicaine. La morale laïque et la position critique ne sont pas des objets de persuasion. C'est la discipline même de l'école, celle qui habite et qui rend possible l'enseignement de toutes les autres. On va d'abord installer les conditions physiques, intellectuelles et morales de l'enseignement laïque. Je me tiens tranquille, je ne hurle pas dans les couloirs, je ne jette pas de papier par terre, je ne m'affale pas sur ma table, je ne prends pas la parole à tout bout de champ pour m'exprimer, mais je prends la parole pour raisonner et questionner. Je me sens à la fois fragile et sûre, dépaysée, et aussi libérée de tout ce qui ordinairement m'environne et m'assigne. Je perçois l'autre non comme un copain ou comme un rival, mais comme un semblable, capable comme moi de se tromper et de comprendre. Tout ça resterait vide et arbitraire s'il n'y avait pas au centre des objets à travailler et à comprendre. On rencontre vraiment la liberté lorsqu'on peut s'émerveiller d'avoir compris quelque chose et d'avoir compris que tout autre partage cette condition. Alors, riche de cet exercice quotidien, le maître peut tirer des leçons de morale en s'appuyant sur des exemples. Là, oui, on peut moraliser. Il peut esquisser des questions fondamentales en faisant s'interroger les élèves sur ce travail sur soi, sur leur propre transformation. Qui suis-je? Quand on dit « je comprends comment on fait une soustraction », que veut dire « je » ? Qui est celui qui a compris? La liberté consiste-t-elle à faire tout ce qu'on veut? Ces questions très profondes, très difficiles, sont simples à apercevoir et peuvent être abordées très tôt, pourvu qu'on ose enseigner. Cette expérience transforme le groupe en petite république où règne la liberté et la sérénité,
où l'égalité est celle de sujet, où la fraternité ne se nourrit pas de jalousie, mais une école où le maître s'épuise en préalable, négocie avec ses élèves et diffère le moment d'apprendre, c'est une école qui n'est pas laïque, y compris lorsqu'elle se répand en bonnes paroles, car on y réduit la laïcité à une religion civile. C'est exactement le contraire. Si l'école républicaine n'est pas capable d'engager les jeunes esprits, souvent raffinés et toujours curieux, sur la voie de la rationalité critique, de leur montrer que l'exercice de la raison ne se réduit pas à pianoter sur une calculette, mais qu'il a su affronter dans de très grands textes, par de pénibles découvertes, les questions les plus problématiques, les plus hautes que les hommes se sont posées depuis des millénaires, alors cette école abandonne les esprits aux gourous, elle les pousse vers une soumission adhésive qui se prend pour une liberté. Si elle prend peur devant la soif d'élévation et qu'elle l'étouffe avec de la proximité, de l'habitude, du familier et des compétences revêtues d'une couche de morale sacrificielle, elle dégoûte et déçoit des esprits qui se tourneront alors vers des sirènes dont la voix est plus forte qu'un dérisoire appel au bon sentiment. On ne fabrique donc pas des citoyens en leur imposant un credo imprégné de bons sentiments et d'adhésion devant lequel un esprit aura toujours raison de se rebeller, car il y percevra à juste titre une opération de suturation destinée à colmater un manque essentiel. Par nature, un prêchi-prêcha est toujours contraire à la laïcité de l'association politique. Il fait appel à une hétéronomie, il pervertit la législation républicaine en la renvoyant à une extériorité. On ne forme pas des citoyens, on les institue en les exerçant à s'approprier leur liberté par le détour encyclopédique qui a pour horizon l'humanité. Donc, j'ai quand même mis 45 minutes à dire au fond qu'il n'y a pas plus laïque que la table de multiplication. Je m'arrête donc en vous remerciant.